Je laisse Laurent ouvrir la séance et je reprends le micro juste derrière avant de présenter Francis. Alors, merci à vous tous d'être là. C'est génial, c'est un immense honneur. Je connais 90% des visages. Ici, c'est du très solide. C'est du très solide. Dans cette, je le rappelle à chaque fois, cette salle qui est complètement magique, qui est sacrée. Voilà, nous sommes dans le quartier de Jeanne d'Arc. Donc il y a 500, je pense, quelques centaines d'années d'histoire dans ce quartier. Tout de suite, Francis est là et qui sera présenté par Christian tout à l'heure. Et il y a un effet Francis, c'est évident, un effet magique. J'ai eu le bonheur tout à l'heure qu'il nous lise un de ses poèmes d'actualité, de combat. Il me bluffe parce que c'est la vraie poésie, c'est du vrai Victor Hugo, mais vraiment, mais pas pisser à la ligne, c'est vraiment penser mot par mot. Et voilà, c'est un très fort symbole, parce que tous ceux que je connais ici, eh bien, vraiment sont des bombes, c'est ce que je disais pour Patricia tout à l'heure, sont des bombes. Et quand on réunit, c'est le principe de la bombe atomique, quand on réunit des forces complémentaires, mais vraiment complémentaires, chacun maîtrise son job à un niveau qui nous bluffe, eh bien on a tout ce qu'il faut pour faire vraiment des choses, des miracles. Aujourd'hui, je ne raisonne plus qu'en termes de miracles, c'est pas dur. Je ne sais pas comment ça se passe, il va y avoir une loi qui le dit. C'est que on dit que les emmerdes s'enchaînent, mais les miracles aussi. C'est-à-dire qu'il y a un principe là. C'est qu'à un moment donné, il y a tellement de pression que ces fameuses synchronisations, comme on dit, ces concours de circonstances incroyables, se produisent. Et il arrive un phénomène historique. On rappellera toujours que la libération par Jeanne d'Arc de la France, et c'était vraiment elle qui en est l'auteur, réel, profond, était une succession de miracles. Le premier miracle, ça a été notamment, et il y en a eu bien d'autres avant, bien sûr, avant qu'elle rejoigne Charles VII, à partir de la libération d'Orléans, auquel personne ne croyait, derrière ça a été une succession de succès. Et ça aboutit donc au couronnement de Charles VII à Reims, et à partir de là, à un redressement total qui a donc chassé les Anglais, qui étaient les occupants, comme nous sommes aujourd'hui occupés. Eh bien, d'un seul coup, dans une traînée de poudre, on a tout gagné. Alors que, dans l'esprit de tout le monde, on avait tout perdu. Au point que Henri V s'était fait couronner à Vincennes. Voilà. Donc, je suis absolument ravi que vous soyez là. Il y a un concours de circonstances extraordinaires. Et nous avons tout ce qu'il faut parce qu'il y a ça nulle part ailleurs. Notre principe à nous, c'est qu'il n'y a pas un sauveur, c'est qu'il y a des sauveurs, des faiseurs de miracles réunis, qui s'adorent, qui se détestent aussi. Voilà, on est là quand même pour se taper sur la gueule, comme dans toute bonne famille. On est là pour se disputer, pour dire plein de mal des autres, et pour s'adorer, et avancer, avancer, avancer continuellement. Et c'est ça, personne d'autre là aujourd'hui en France. C'est tous ceux qui ont perçu le degré de persécution auquel est soumis notre merveilleux pays depuis tant d'années et qui se sont dit « Merde, je suis pas un con, ils vont pas m'avoir, ils vont m'avoir par contre devant eux et on va gagner ensemble ». Ça, nous sommes les seuls à posséder ce talent exceptionnel. Eh bien, tout le monde nous regarde. Aujourd'hui, en France, tout le monde va regarder ces vidéos des milliers de fois. Il y aura 10 000 vues, il y aura 100 000 vues. Et nous allons donner le courage à tous ceux, dans toutes les circonscriptions de France, leur donner le courage pour reprendre leur marche et aller tracter pour ceux
qui seront les vrais résistants, pour ceux qui ont le métier de la politique, mais qui auront été élus dans le guide Michelin, la résistance, qui auront 3 étoiles. Ceux-là, ils sauront nous représenter, qu'ils soient, ils auront été validés, et aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui sera dupliqué dans toutes les circonscriptions de France. Nous constituons l'exemple comme il se doit, comme c'est le métier et l'histoire de Paris, c'est le devoir, et toutes les circonscriptions de France qui vont voir votre présence, vos discours, eh bien, aujourd'hui et tous les 3e dimanches du mois, et dans tout ce qui va être s'ajouter à ça, eh bien, vont avoir envie, les 2 millions de gilets jaunes, vont avoir envie de reprendre du boulot et de partir à la bataille pour qu'on prenne le pouvoir l'année prochaine en 2025 et qu'on fasse un très bon score à ces européennes à titre de mise en route. Voilà, bravo, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous tous. Grand merci. Il y a une quinzaine de jours, j'étais en train de me dire, je vais arrêter le film de Laurent, là, ça fonctionne pas. Ça va mal fonctionner, c'est mal parti. C'est plein d'énergie, il y a plein de bonne volonté, mais c'est trop compliqué. Et puis, réunir des gens si différents les uns avec les autres et vouloir prétendre vouloir faire une liste unique, j'y crois pas. Et puis, il y a un énergumène qui me fait parvenir, alors de manière très indirecte, merci Lionel, si tu es là, je ne t'ai pas vu ce soir, mais merci, quelqu'un me fait parvenir un communiqué de presse, signé Lalanne et Dieudonné. Alors Dieudonné, on se connaît depuis une grande quinzaine d'années, les élections européennes de 2009, où j'avais figuré sur sa liste, et puis Francis, on s'est croisés ici même, on s'est rencontrés il y a quelques années de cela en arrière, un soir de réunion, et puis je lis ce qu'il a écrit. Lalanne est un garçon qui écrit franchement bien, et plus que bien, c'est un très beau écrivain, un très beau poète, et il se trouve qu'il écrit des choses que je raconte moi, enfin, avec ses mots à lui, ses phrases à lui, mais on dit la même chose. Et je me dis, merde. Ok, ils veulent y aller. Bon, bah ok les gars, si vous voulez y aller, je prends mon téléphone, je ne sais plus quel ordinateur, et puis je leur écris à Ludo et à lui, ok les gars, je viens jouer avec vous. Et Francis m'appelle le lendemain matin, et je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, on a une réunion le 18 février, viens faire un tour à Paris, et puis on va causer. Alors j'avais préparé un beau bout de papier que je comptais mettre sur un écran, puis l'écran est resté enfermé dans une salle dont on a perdu la clé, alors tant pis, je vais quand même me servir un petit peu de mon bout de papier. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? On est face à une Union européenne, une institution non élue, totalement corrompue, qui est une véritable mafia, je ne vais pas en faire la démonstration dans le détail, qui est le vassal très directement d'un empire outre-Atlantique, tout le monde sait de qui je parle, institution de plus en plus totalitaire, qui est en train de développer une censure de plus en plus violente, institution totalement criminelle en réalité, puisqu'elle a dépensé depuis quelques années des milliards pour fabriquer et se faire livrer, et nous imposer de véritables poisons qui sont en train de blesser et de tuer un certain nombre de nos compatriotes. Or, rien qu'en France, les derniers chiffres de la NSM, c'est pas loin de 50 000 effets secondaires graves, dont un certain nombre de morts dedans, bien évidemment. Organisation criminelle parce qu'elle est en train de détruire nos agriculteurs, notre agriculture, nos industries, nos systèmes de production énergétique, les budgets des États et notamment la France, vassal d'un empire qui fabrique depuis des décennies des guerres par procuration, qui dépense des milliards en armement, avec vos contributions, nos contributions, derrière cela des centaines de milliers de morts en Ukraine, à Gaza, continuation du nazisme européen,
tentative de génocide des populations. C'est ça l'Union européenne aujourd'hui. Alors d'un autre côté, une fenêtre qui s'ouvre, les élections européennes. Les élections européennes, mais nous sommes sur un marché qui est saturé. Si demain je veux vendre des barres chocolatées avec un peu de farine d'insectes dedans, c'est la dernière nouveauté, mais si demain je veux vendre des barres chocolatées sur un marché saturé, il va falloir que je mette beaucoup d'argent pour finir peut-être par acheter une petite part du marché, très petite sûrement, ou bien il va falloir que j'invente quelque chose de tellement innovant en matière de barres chocolatées ou de lessive, les raisonnements sont les mêmes, pour avoir une petite chance d'arriver sur le marché et de prendre une part significative de ce marché. Alors si je me transporte du côté des élections, qu'est-ce que ça veut dire, un marché saturé? Ça veut dire aujourd'hui qu'une petite liste, petite par rapport aux partis traditionnels, et des petites listes, il y en a au moins une quinzaine qui se préparent, si ce n'est plus, qui sont déjà en route, qui sont déjà fabriquées pour certaines, d'autres qui sont en train de se fabriquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,05%, 0,5%, 1%. Moi, si je vais jouer dans ce jeu-là, c'est pas pour avoir 1,5%, parce que ça n'a aucun intérêt. On n'est même pas remboursé à ce tarif-là. Pour être remboursé, il faut 3%, et pour avoir quelques députés, 4, il faut 5%. Et c'est dérisoire, parce que de toute façon, un député parlementaire, un parlementaire européen n'a strictement aucun pouvoir, à part le pouvoir de la parole, le pouvoir du verbe. Et ça, le pouvoir du verbe, c'est le premier des deux pouvoirs qui permet de créer des schémas de rupture. Le deuxième pouvoir étant celui de la force, étant celui de l'armée. Aller aux européennes, ça vaut la peine si on vise 15%, pas si on vise 1,5%. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 15%? Bien, on crée ce que j'appelle un schéma de rupture. Si je regarde aujourd'hui les discours des 15 ou 20 listes qui sont déjà dans le film, partis dans le film, j'ai des discours qui sont tous plus plats les uns que les autres, qui se renvoient les uns aux autres, et qui à la fin disent à peu près la même chose. Oh, certains vont du côté du fédéralisme, que veulent les gangsters de l'Union européenne, puisqu'ils ont décidé de faire un État européen unique et de faire disparaître les États souverains d'Europe. Et puis de l'autre côté, j'ai les souverainistes qui veulent sortir de l'Europe. Mais tout ça, c'est très plat comme discours. Que ça soit d'un côté ou que ça soit de l'autre. Donc la question que je me pose à un moment, c'est comment nous créons un discours de rupture. Certains me demandent depuis quelques semaines, bon, quand est-ce qu'on élabore un programme collectif, etc. Je leur dis, patience, ça va venir. Laissons les cerveaux se syntoniser, se synchroniser les uns aux autres, et le programme va venir tout seul. Quelques pistes quand même, quelques pistes. Première piste, c'est la notion de libération des peuples d'Europe. Nous sommes dans une situation où nous sommes occupés par des gangsters, où les institutions de la République sont occupées par des bandes criminelles organisées au service de puissances étrangères. Ça s'appelle une occupation. Donc, le premier objectif, c'est libérer les peuples d'Europe, libérer la France, évidemment. Libérer la France, ça ne veut pas dire sortir de l'Europe, parce que nous n'y sommes pas. Ou plus exactement, parce que l'appartenance juridique de la France à l'institution Union européenne est une appartenance formellement illégale par rapport à la Constitution française. 4 février 2008, viol de Marianne en réunion par plusieurs centaines de parlementaires, députés et sénateurs dans la salle des congrès du château de Versailles, entrée par la cour des princes, 4 février 2008, Marianne au milieu de la salle et les centaines de parlementaires qui lui passent dessus pour la violer. Pourquoi cette image-là?
parce que le 29 mai 2005, nous avons dit à 55%, 54,7%, nous avons dit à 55% non au traité de Rome II. Et ces messieurs-dames, Sarkozy en tête, nous ont revendu le lendemain, c'est-à-dire en décembre 2007, le traité de Lisbonne. Et pour ratifier le traité de Lisbonne, il fallait changer la Constitution. C'est ce qu'ils ont fait le 4 février 2008. Et ça, c'est une arnaque. Donc, juridiquement, nous n'appartenons pas à l'Union européenne. Donc, c'est juste, mesdames et messieurs, on vous merde. On vous merde. On n'a même pas besoin de sortir. On n'appartient pas à l'Union européenne. L'État français, le peuple souverain français n'appartient en rien à l'Union européenne. Donc nous n'avons pas besoin d'en sortir. On n'y est pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire une mise en liquidation de l'Union européenne. Si j'ai le bonheur, oui Pascal, ok, si j'ai le bonheur de jouer sur une liste aux européennes et d'arriver à Bruxelles, ou d'être un modeste assistant parlementaire d'un député élu, mon travail, ça sera juste d'aller, de pousser d'un côté à l'euthanasie de la République française, parce qu'il va falloir arriver à l'euthanasie de la République, pour créer un véritable changement de régime. Et j'ai eu la joie de lire dans ce qu'écrivait Lalanne le concept de première démocratie française. Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai lancé ce terme-là, de démocratie souveraine de France. Il nous faut sortir du système républicain, évidemment faire savoir à l'Europe que le jeu se termine. La Suède, le premier parti politique suédois, vient de dire cette semaine, nous voulons sortir de l'Europe. La Suède, intéressant. Pour aller aux européennes, nous avons besoin d'un discours musclé, c'est ce que je tente de fabriquer ces jours-ci, et donc nous avons besoin de têtes d'affiche. Lalanne, Dieudonné, pour moi, sont des têtes d'affiche fabuleuses, parce que, ils ont un niveau de notoriété important, et au moins Dieudonné a une réputation de merde auprès d'une partie de la population. Donc c'est parfait. On ne peut pas faire de tête d'affiche avec une parfaite réputation et simplement un peu de notoriété. Il nous faut aussi une mauvaise réputation. Alors c'est parfait. Merci Dieudonné d'avoir réussi à te faire une sale réputation dans un certain nombre de milieux franco-français. Par ailleurs, sa notoriété est suffisamment forte pour précisément pouvoir être une véritable tête d'affiche. Le travail que nous menons avec Laurent, et je vais en terminer là Pascal, le travail que nous menons ces jours-ci, ces temps-ci, c'est prise de contact pour aller chercher des têtes d'affiche et faire un noyau dur de 4, 5, 6 têtes d'affiche à forte notoriété et à mauvaise réputation pour créer un schéma de rupture dans le ronron des discours tenus par les partis politiques traditionnels et par l'ensemble des petites listes pour les prochaines européennes. Merci de votre attention. Grand merci. Il y a une quinzaine de jours, j'étais en train de me dire je vais arrêter le film de Laurent, là, ça ne fonctionne pas. Ça va mal fonctionner, c'est mal parti. C'est plein d'énergie, il y a plein de bonne volonté, mais c'est trop compliqué, et puis réunir des gens si différents les uns avec les autres et prétendre vouloir faire une liste unique, j'y crois pas. Et puis il y a un énergumène qui me fait parvenir, alors de manière très indirecte, merci Lionel si tu es là, je ne t'ai pas vu ce soir, mais merci, quelqu'un me fait parvenir un communiqué de presse signé Lalanne et Dieudonné. Alors Dieudonné, on se connaît depuis une grande quinzaine d'années, les élections européennes de 2009 où j'avais figuré sur sa liste, et puis Francis, on s'est croisés ici même, on s'est rencontrés il y a quelques années de cela en arrière, un soir de réunion, et puis je lis ce qu'il a écrit. Lalanne est un garçon qui écrit franchement bien, et plus que bien, c'est un très beau écrivain, un très beau poète. Et il se trouve qu'il écrit des choses que je raconte moi, enfin, avec ses mots à lui, ses phrases à lui, mais on dit la même chose. Et je me dis, merde. Ok,
ils veulent y aller. Bon, bah ok les gars, si vous voulez y aller, je prends mon téléphone, je ne sais plus quel ordinateur, et puis je leur écris à Ludo et à lui, ok les gars, je viens jouer avec vous. Et Francis m'appelle le lendemain matin, et je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, on a une réunion le 18 février, viens faire un tour à Paris, et puis on va causer. Alors j'avais préparé un beau bout de papier que je comptais mettre sur un écran, puis l'écran est resté enfermé dans une salle dont on a perdu la clé, alors tant pis, je vais quand même me servir un petit peu de mon bout de papier. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On est face à une Union européenne, une institution non élue, totalement corrompue, qui est une véritable mafia, je ne vais pas en faire la démonstration dans le détail, qui est le vassal très directement d'un empire outre-Atlantique, tout le monde sait de qui je parle, institution de plus en plus totalitaire, qui est en train de développer une censure de plus en plus violente, institution totalement criminelle en réalité, puisqu'elle a dépensé depuis quelques années des milliards pour fabriquer et se faire livrer, et nous imposer de véritables poisons qui sont en train de blesser et de tuer un certain nombre de nos compatriotes. Or, rien qu'en France, les derniers chiffres de la NSM, c'est pas loin de 50 000 effets secondaires graves, dont un certain nombre de morts dedans, bien évidemment. Organisation criminelle parce qu'elle est en train de détruire nos agriculteurs, notre agriculture, nos industries, nos systèmes de production énergétique, les budgets des États et notamment la France, vassal d'un empire qui fabrique depuis des décennies des guerres par procuration, qui dépense des milliards en armement, avec vos contributions, nos contributions, derrière cela des centaines de milliers de morts en Ukraine, à Gaza, continuation du nazisme européen, tentative de génocide des populations. C'est ça l'Union européenne aujourd'hui. Alors d'un autre côté, une fenêtre qui s'ouvre, les élections européennes. Les élections européennes, mais nous sommes sur un marché qui est saturé. Si demain je veux vendre des barres chocolatées avec un peu de farine d'insectes dedans, c'est la dernière nouveauté, mais si demain je veux vendre des barres chocolatées sur un marché saturé, il va falloir que je mette beaucoup d'argent pour finir peut-être par acheter une petite part du marché, très petite sûrement, ou bien il va falloir que j'invente quelque chose de tellement innovant en matière de barres chocolatées ou de lessive, les raisonnements sont les mêmes, pour avoir une petite chance d'arriver sur le marché et de prendre une part significative de ce marché. Alors si je me transporte du côté des élections, qu'est-ce que ça veut dire, un marché saturé? Ça veut dire aujourd'hui qu'une petite liste, petite par rapport aux partis traditionnels, et des petites listes, il y en a au moins une quinzaine qui se préparent, si ce n'est plus, qui sont déjà en route, qui sont déjà fabriquées pour certaines, d'autres qui sont en train de se fabriquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,05%, 0,5%, 1%. Moi, si je vais jouer dans ce jeu-là, c'est pas pour avoir 1,5%, parce que ça n'a aucun intérêt. On n'est même pas remboursé à ce tarif-là. Pour être remboursé, il faut 3%, et pour avoir quelques députés, 4, il faut 5%. Et c'est dérisoire, parce que de toute façon, un député parlementaire, un parlementaire européen n'a strictement aucun pouvoir, à part le pouvoir de la parole, le pouvoir du verbe. Et ça, le pouvoir du verbe, c'est le premier des deux pouvoirs qui permet de créer des schémas de rupture. Le deuxième pouvoir étant celui de la force, étant celui de l'armée. Aller aux européennes, ça vaut la peine si on vise 15%, pas si on vise 1,5%. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 15%? Bien, on crée ce que j'appelle un schéma de rupture. Si je regarde aujourd'hui les discours des 15 ou 20 listes qui sont déjà dans le film, parties dans le film,
j'ai des discours qui sont tous plus plats les uns que les autres, qui se renvoient les uns aux autres, et qui à la fin disent à peu près la même chose. Or, certains vont du côté du fédéralisme, que veulent les gangsters de l'Union européenne, puisqu'ils ont décidé de faire un État européen unique et de faire disparaître les États souverains d'Europe. Et puis de l'autre côté, j'ai les souverainistes qui veulent sortir de l'Europe. Mais tout ça, c'est très plat comme discours. Que ça soit d'un côté ou que ça soit de l'autre. Donc la question que je me pose à un moment, c'est comment nous créons un discours de rupture. Certains me demandent depuis quelques semaines, bon, quand est-ce qu'on élabore un programme collectif, etc. Je leur dis, patience, ça va venir. Laissons les cerveaux se syntoniser, se synchroniser les uns aux autres, et le programme va venir tout seul. Quelques pistes quand même, quelques pistes. Première piste, c'est la notion de libération des peuples d'Europe. Nous sommes dans une situation où nous sommes occupés par des gangsters, où les institutions de la République sont occupées par des bandes criminelles organisées au service de puissances étrangères. Ça s'appelle une occupation. Donc, premier objectif, c'est libérer les peuples d'Europe, libérer la France, évidemment. Libérer la France, ça ne veut pas dire sortir de l'Europe, parce que nous n'y sommes pas. Ou plus exactement, parce que l'appartenance juridique de la France à l'institution Union européenne est une appartenance formellement illégale par rapport à la Constitution française. 4 février 2008, viol de Marianne en réunion par plusieurs centaines de parlementaires, députés et sénateurs dans la salle des congrès du château de Versailles, entrée par la cour des princes, 4 février 2008, Marianne au milieu de la salle et les centaines de parlementaires qui lui passent dessus pour la violer. Pourquoi cette image-là? Parce que le 29 mai 2005, nous avons dit à 55%, 54,7%, nous avons dit à 55% non au traité de Rome II. Et ces messieurs-dames, Sarkozy en tête, nous ont revendu le lendemain, c'est-à-dire en décembre 2007, le traité de Lisbonne. Et pour ratifier le traité de Lisbonne, il fallait changer la Constitution. C'est ce qu'ils ont fait le 4 février 2008. Et ça, c'est une arnaque. Donc, juridiquement, nous n'appartenons pas à l'Union européenne. Donc, c'est juste, mesdames et messieurs, on vous merde. On vous merde. On n'a même pas besoin de sortir. On n'appartient pas à l'Union européenne. L'État français, le peuple souverain français n'appartient en rien à l'Union européenne. Donc nous n'avons pas besoin d'en sortir. On n'y est pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire une mise en liquidation de l'Union européenne. Si j'ai le bonheur, oui Pascal, ok, si j'ai le bonheur de jouer sur une liste aux européennes et d'arriver à Bruxelles, ou d'être un modeste assistant parlementaire d'un député élu, mon travail, ça sera juste d'aller, de pousser d'un côté à l'euthanasie de la République française, parce qu'il va falloir arriver à l'euthanasie de la République, pour créer un véritable changement de régime. Et j'ai eu la joie de lire dans ce qu'écrivait Lalanne le concept de première démocratie française. Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai lancé ce terme-là, de démocratie souveraine de France. Il nous faut sortir du système républicain, évidemment faire savoir à l'Europe que le jeu se termine. La Suède, le premier parti politique suédois, vient de dire cette semaine, nous voulons sortir de l'Europe. La Suède, intéressant. Pour aller aux européennes, nous avons besoin d'un discours musclé, c'est ce que je tente de fabriquer ces jours-ci, et donc nous avons besoin de têtes d'affiche. Lalanne, Dieudonné, pour moi, sont des têtes d'affiche fabuleuses, parce que, ils ont un niveau de notoriété important, et au moins Dieudonné a une réputation de merde auprès d'une partie de la population. Donc c'est parfait. On ne peut pas faire de tête d'affiche avec une parfaite réputation et simplement un peu de notoriété.
il nous faut aussi une mauvaise réputation. Alors c'est parfait, merci Dieudo d'avoir réussi à te faire une sale réputation dans un certain nombre de milieux franco-français. Par ailleurs, sa notoriété est suffisamment forte pour précisément pouvoir être une véritable tête d'affiche. Le travail que nous menons avec Laurent, et je vais en terminer là Pascal, le travail que nous menons ces jours-ci, ces temps-ci, c'est prise de contact pour aller chercher des têtes d'affiche et faire un noyau dur de 4, 5, 6 têtes d'affiche à forte notoriété et à mauvaise réputation pour créer un schéma de rupture dans le ronron des discours tenus par les partis politiques traditionnels et par l'ensemble des petites listes pour les prochaines européennes. Merci de votre attention. Une capacité de convaincre avec beaucoup de précision. Et son rôle va aller lui aussi croissant, puisque nous sommes regardés par la France entière qui y croit. Ça n'est pas une petite réunion, voilà, de tenue de marchette. C'est aujourd'hui le combat en marche, avec des talents extraordinaires pour gagner, comme le dit Francis, pour gagner maintenant, pas dans 3 ans. Dans 3 ans, ils auront tout pété. Donc on va gagner maintenant. À toi, Nora. Allez, Nora. Merci, Laurent. Merci à vous tous de m'accorder un peu de temps pour vous parler. Alors, je vais reprendre juste une petite chose. Laurent, tu disais que nous étions rusés. Moi, je pense que nous avons juste que du bon sens. Et c'est ce qui manque dans cette vie politicienne mafieuse. Et on est bien conscient de cela. Alors, je ne vais pas parler géopolitique, parce que j'en ai pas la carrure. Je vais parler factuel. Et je vais remettre en lumière un petit peu ce qui se passe depuis 6 ans dans le mouvement des Gilets jaunes, qui a été infiltré, cassé, mais aussi du fait de ceux qui sont dans les mouvements. On voit aujourd'hui, dans le mouvement des Gilets jaunes, une division. Parce que là, on veut l'unité avec ce parti. Mais comment faire pour rameuter tout le monde, pour faire en sorte que, par exemple, tous les samedis, il n'y ait pas 10 000 listes avec des revendications qui ressemblent à des listes de courses, avec l'OTAN, la sortie de l'OTAN, la guerre, on ne sait même plus où aller, quoi entendre, en fait. Et c'est ça qui manque. On a l'impression qu'il y a beaucoup de chercheurs de lumière et d'opportunistes. Ils oublient que derrière, il y a la vie et l'avenir de nos enfants et de l'humanité. Et c'est ça qui est mis en danger. Et malheureusement, merci. Et malheureusement, je suis maman, j'ai 2 enfants qui sont grands, mais j'ai peur pour eux. Voilà, j'ai pas envie de quitter ce monde en le laissant dans l'état actuel. J'ai très peur pour eux et je ne peux pas faire autrement que de me battre, quitte même à être embêtée par l'article 4, à faire de la prison, et je le dis très franchement, aller en prison pour le droit de mes enfants ne me dérange pas, et même plus. Voilà. Allez, contre-attaque. Non mais c'est vrai, je leur ai dit, si un jour il m'arrive quelque chose, sachez que c'est pour la bonne cause, c'est pour vous. C'est par amour. Et on doit tous voir ça en premier lieu. Donc j'appelle tous les gilets jaunes, les citoyens, parce que nous sommes tous des gilets jaunes en ce moment. Nous en avons tous marre de ces choses qui sont insupportables. On voit les magouilles, on voit les passe-droits. On est vraiment dans un état mafieux et c'est ce que nous devons combattre. Alors j'appelle vraiment tous les sympathisants, les citoyens de la liberté et de la vérité à se rassembler pour une même cause. Moi, ce que j'appelle le Frexit, et là, ce que nous allons appeler peut-être cette liste qui est en train de se créer, et d'y croire, et de ne pas avoir plusieurs voix, de se rassembler au même point, le même jour, quand on fait des rassemblements, et arrêter de faire des listes de courses, et arrêter d'envoyer plusieurs déclarations, parce que les citoyens ne savent plus où aller. Il ne faut pas oublier non plus la province, voilà, parce que la province, c'est vrai que là, il y a un petit microcosme parisien, mais il y a aussi les provinciaux. Il faut les inclure dans nos rassemblements. Il faut les appeler aussi à déclarer devant leur préfecture, devant les mairies, parce que les déclarations, ça n'est pas que Paris. Il faut que toute la France se réveille, que toute la France se fédère autour d'une chose, la vérité, la fin des privilèges, parce que nous sommes encore aujourd'hui en monarchie, même si la monarchie avait plus beau visage que ce qui se passe
Moi-même, j'ai envie de devenir royaliste, pour vous dire. Je suis passée par Mélenchon et aujourd'hui, j'ai envie d'être royaliste. Franchement, faut le faire. On devient schizophrène, hein, vraiment. Et si nous ne nous battons pas, en étant fédérés, demain, nous serons les Palestiniens qui crèvent depuis 75 ans. Et quand j'entends parler de la Palestine et qu'on évoque la bande de Gaza, la Palestine, ça n'était pas la bande de Gaza, c'était la Palestine. Et ça, c'est le narratif des journalistes propagandistes qui réduisent la Palestine à la bande de Gaza. Non, c'était la Palestine. Et oui, ils sont colonisés depuis 75 ans. Alors pour tous ceux qui se réveillent aujourd'hui, moi je sortais, j'avais 25 ans, 20-25 ans pour la Palestine. On est allé faire des manifestations devant l'ambassade d'Israël à Matignon. On en a fait des marches. Et aujourd'hui, regardez ce qu'il en est. Alors, pour pouvoir défendre les Palestiniens, il va falloir que nous retrouvions notre souveraineté. Sans avoir retrouvé notre souveraineté, ils vont nous fermer toutes les portes pour pouvoir défendre même les plus attaqués dans ce monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, l'union fait la force. Fédérez-vous, arrêtez de vous diviser, faites tomber vos égos, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Pensez-y, et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh ben, il serait bien que vous vieillissiez tranquille dans ce monde de fous. Voilà. Merci. Bonsoir à vous tous, je suis ravi d'être là. Et simplement, juste deux mots. Est-ce que, comme on n'a que 3 mois, donc concrètement, il faudrait mettre le paquet. Justement, je pensais à ce qu'a dit la dame, enfin, je m'en rappelle plus ton prénom, Laura. Il faut faire appel aux gilets jaunes. Nous avons tous été dehors à un moment donné, quand le mouvement des gilets jaunes a commencé. Nous avons tous été dans les rues. Donc je pense qu'il est temps de rameuter nos anciens camarades qui ont, effectivement, il y en a beaucoup qui ont un peu laissé tomber le combat. Je pense que c'est une fenêtre politique qui s'ouvre devant nous, un débouché. Donc je pense qu'on a cette opportunité de faire que les gilets jaunes peut-être puissent se rassembler autour de ce projet. Est-ce que, justement, ma question c'est, on a un autre souverainiste, excusez-moi, qui s'appelle François Asselineau. Il n'y a pas moyen de faire une petite alliance avec lui? Il ne peut pas. C'est lui qui ne peut pas. On n'en peut plus de lui dire. On n'en peut plus. On en reparlera sur la fin. Merci. Excellente intervention. On se bat effectivement pour nos enfants. Hein? Moi je suis vieux, donc ça y est, j'ai fait mon temps. Et on est là pour pouvoir partir en paix, hein, avec la bonne conscience. Et on est prêt à aller jusqu'au bout. On n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt, c'est de pouvoir se dire, j'ai fait ce que je pouvais. Donc on y va, et on va montrer à tous, dans le monde entier, comme on l'a déjà fait, qu'on n'est pas du tout sur une pente descendante, qu'on n'est pas du tout dans l'esprit que c'est fini, que c'est perdu. Pas du tout. Regardez les gosses de Gaza aujourd'hui, au milieu des ruines, et qui dansent, et qui disent allez vous faire niquer, vous les enfoirés qui venez nous mitrailler. C'est un exemple. Nous n'avons peur de personne, et nous allons reprendre notre pays, notre avenir, et on va les virer à coups de pied dans le cul, ceux qui prétendent nous le prendre et le conserver. Voilà, merci infiniment Nora, et je ne doute pas que François Asselineau ne nous rejoigne, je n'en doute pas, il nous rejoindra parce que c'est un homme d'honneur, parce qu'il a ses enfants, parce que il a le sens de l'histoire. Donc tous les combattants vont nous rejoindre. Nous sommes là pour assurer l'union de toutes les forces combattantes de France et d'Europe et du monde entier. La parole à la jeunesse ici, qui est représentée par Ryan, extrêmement brillant, extrêmement lucide, qui a son jeune âge,
26 ans, il réfléchit comme un homme de 60, de 50, et il m'a impressionné beaucoup. Il va venir nous parler avec Choukri. Tous les deux sont allés en Allemagne. Excuse-moi, avec Rachid. Avec Rachid Choukri, oui. Et ils sont tous les deux allés en Allemagne faire la liaison avec nos amis allemands, en se déplaçant pendant 3 jours, à grands frais, qui leur a troué les poches. Et ils ont été très bien reçus. La résistance est européenne et nous nous donnons du courage mutuellement. Et on l'a très bien vu avec les agriculteurs, et ça va être sur tous les peuples. Voilà, la vraie Europe. L'Europe des peuples conscients de leur histoire et conscients de leur avenir, des peuples courageux et qui veulent gagner. Bonsoir, j'espère que... Enfin merci, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien, c'est compliqué, la situation est grave, et par exemple, je suis pas un expert et tout, mais j'ai une bonne mémoire quand même, et on a tous entendu, c'était en 2017, il y avait quand même une bonne mobilisation citoyenne à ce moment-là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un truc pour vérifier à quel point c'était fiable ou pas. Et après on a entendu Seattle, Dominion, Smartmatic, tout plein de mots obscurs qui veulent dire qu'en gros c'était truqué. Et puis en fait, je parlais à Gwen ce matin, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'elle soit là, mais... Et elle aussi, elle l'a fait, le truc. Et moi, j'étais dans le Poitou, dans une petite ville. Et il y avait une femme, quand même, aussi au taquet, qui m'a dit, vraiment, il faut demander si tu peux prendre la photo du procès verbal, machin. Et ils ont refusé. Bon. C'est assez atypique, normalement, ils auraient pas dû. Normalement, ça se passe pas comme ça, elle me dit, son père... Lui, il était maire dans une ville, et donc elle connaît le truc. Normalement, tout le monde a droit. Et quand j'étais chez l'agriculteur que j'aidais, et il me dit, ouais, mais si tu t'étais filmé, tu aurais pu partager cette preuve à tout le monde, en plus, et ça aurait pu emmerder, vraiment, ça aurait pu faire boule de neige, parce que c'est ça qui a manqué, en plus. Vous voyez, à la fin, on a tous senti que Marine et Emmanuel, ils avaient un accord tacite, et trop de trucs obscurs, tout ça. Et puis, j'ai vu en creusant, en tombant sur des sujets qui font peur aussi, les sociétés militaires privées. Et c'est comme si en France, il y avait eu des sociétés militaires privées qui bipolarisent totalement, ils nous sortent à chaque fois la même mécanique qui nous amène comme des moutons à tomber dans le précipice. Et c'est pour ça que c'est intéressant, là, l'idée que Francis a développée. Et moi, par exemple, ma mère, elle est pharmacienne, elle a piqué pratiquement toute ma famille. Je sais que c'est grave et tout, mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et aujourd'hui, elle est d'accord avec nous. C'est une mafia, ça se voit. Et vous savez, quand vous avez une maman pharmacienne et que vous voyez les journaux qu'elle reçoit, toutes les réponses prévues, c'est un MK Ultra de ouf en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc imaginez, vraiment prenez conscience de la propagande politique, du viol des foules par la propagande politique, de tous les niveaux, c'est le contrôle des perceptions. Même nous, entre nous, il suffit qu'on se fasse une mauvaise impression les uns entre les autres, vous voyez. Et après, ça alimente toujours la division. Et je me souviens au mariage d'un des fils de mon parrain, et ben genre il m'a dit, ouais mais la condition la plus importante pour qu'un business il marche, c'est de mettre son ego au service d'un projet. Et souvent, aujourd'hui, on fait l'inverse. On fait les projets pour notre ego. Et comme tu parlais de, tu sais, BlackRock et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent juste l'apparence qu'ils s'occupent du social. Mais en fait, non, ils s'en battent les couilles. C'est comme Rachid, il connaît très bien le sujet. En fait, tous les gens qui sont genre en hôpital psychiatrique ou sous médication,
ça les arrange qu'ils soient dépendants de ce machin, que ça continue à renforcer constamment, vous voyez, qu'on soit dans ce machin. Alors qu'il y a des gens qui se sont sortis de cet enfer et qui savent comment il faut aller vers ces gens-là. Qu'est-ce qui est bien pour eux. On connaît tous des gens compétents dans tous les domaines, qui sont bienveillants. On sait que c'est eux à qui on devra donner des responsabilités. Pas constamment, à toujours ces mêmes personnes qui ont créé nos problèmes. Et donc il faut juste réorganiser la société en donnant du pouvoir aux bonnes personnes, aux bons médecins qui existent, aux bons avocats qui existent, aux constituants, aux bons chanteurs, aux bons chanteurs, aux bons acteurs. Enfin bon, voilà. Aux bonnes gens et voilà. Et on va reprendre si tu veux. À toi. Si tu veux, je reprends. Parce que je sais, il fallait qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que tu veux partager sur l'Allemagne? Parce que c'est important de passer. Parce que déjà, ton projet, Francis, il est extraordinaire. Et nous aussi, on est parti. Donc, on est parti en Allemagne. Et quand on est arrivé en Allemagne, il y avait c'était juste à Berlin, les agriculteurs. Et les gens chez qui on est allé, au début, nous on voulait aller à Berlin pour mettre le feu. Et ils nous ont dit non, c'est pas la peine d'aller à Berlin. Restez avec nous, il y a un petit truc, mais c'était beaucoup plus petit, beaucoup plus calme qu'à Berlin. Mais en fait, on a bien fait d'aller là-bas. Quand on est arrivé là-bas, ils nous ont invités, on a fait une manif avec eux. Et aux Allemands, on leur a expliqué que Sarkozy, il a mis une antenne au-dessus de l'ambassade des États-Unis. Et que grâce à ça, les agents de la CIA, ils savaient tout ce qui se passait en France. Donc ils savaient l'escroquerie des époux Fillon. Alors on sait très bien que tous les politiques, ils sont tous pourris, mais les affaires, elles sortent pas comme ça. Ça court pas dans les rues, quoi. C'est vraiment une chance. Cette affaire, elle est sortie, elle est partie dans les mains des journalistes. Bon, on a expliqué ça aux Allemands. Et écoutez, il faudra regarder parce qu'on a enregistré, on l'a enregistré. Et en fait, les Allemands, on leur a expliqué que c'était un coup d'État qu'il y a eu en France, parce que c'est un coup d'État. Normalement, c'était Fillon et je sais plus c'était qui, peut-être Le Pen ou je sais pas quoi, mais Macron, il devait pas être aux élections. Il aurait dû sauter. Hein, et grâce à l'affaire Pénélope et à l'affaire Fillon, François Fillon, il a sauté, il a perdu tous ses soutiens, et après Macron, il est arrivé comme un beau. Donc il y a bien une manipulation, vu que les journalistes, vous voyez bien qu'ils font jamais leur travail. Là, actuellement, les journalistes, ils ne parlent que de ce qu'ils veulent. Donc c'est un coup d'État. Alors j'ai expliqué ça aux Allemands, et les Allemands, eux, ils rigolent pas. Hein. Comme ils ont subi 2 guerres mondiales, et en plus, ils n'arrêtent pas de payer les frais là, de l'État là-bas. Bon, on leur a expliqué ça. Après, tout à l'heure, on vous donnera le reportage, vous irez regarder, parce que on peut pas tout dire. En un mot, aux Allemands, on leur a expliqué que Macron, c'était un mafieux de la CIA, que tout ce qui se passait en Europe, c'est la CIA, les pipelines, la guerre en Ukraine, la crise économique, la destruction de nos sociétés, de nos industries, de nos agriculteurs, de tout ce qui est à nous. On leur a expliqué que c'était la CIA, il n'y a personne d'autre. Et on leur a dit que nos politiciens, ils ne nous aiment pas, ils s'en foutent du peuple, eux ils aiment l'argent et le pouvoir. C'est tout. C'est pour ça qu'ils font de la politique. C'est plus la politique comme avant. Tu fais de la politique parce que t'aimes ton prochain et t'as envie de faire du bien. Non, c'est fini ça. Les mecs, ils veulent les costumes, ils veulent les voitures. J'en veux pour preuve, ça fait des années, on est en crise économique. Il n'y en a jamais un qui a dit, ouais, bon, on va diminuer notre salaire, on va le diviser par 2. Pourtant, ils ont... Donc les Allemands, on leur a dit qu'ils nous aimaient pas. Vous irez voir le reportage. Donc, on est parti d'Allemagne. Après, on est parti voir des gilets jaunes à Strasbourg. Et le feu s'est propagé dans toute l'Europe. C'est pour ça que c'est parti dans toute l'Europe. Parce que les Allemands, là-bas en Allemagne, dès que j'ai commencé à parler, je leur ai dit aux gens, on était à peu près le même nombre que là, je leur ai dit, vous sortez tous vos téléphones, vous filmez. Vous filmez ce que je vais dire. Et ils ont tous sorti leur téléphone. Donc la chose, elle s'est propagée. Donc toute l'Europe est au courant qu'on est gouverné par des grandes mafias sataniques. Et ils vont arriver là. Ça veut dire que pour moi personnellement, on tente notre chance avec les agriculteurs et avec tous ceux qui vont arriver, et on tente notre chance avec toi et Dieu d'eau. Parce que voilà, on essaye de reprendre notre pays.
et de changer la politique. Et si ça va pas, on pousse à l'Europe. Nous aussi, on voulait présidence tournante. On veut couper la France en 4 régions. Chaque région, par exemple, pendant 4 ans, tu diriges la France. Après, on change. C'est une autre région qui envoie son gars. Hein, une genre de scope. Je sais pas, je propose maintenant, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on reprenne notre pays. Et après, on discute comme des grands, quoi. Voilà, quoi, c'est ça. Et pour le reportage, Réan, c'est lui le professionnel en informatique. C'est grâce à Réan qu'on est arrivé en Allemagne. Hein. On ne serait pas arrivé, hein, sinon on serait resté sur la route. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que, en gros, quand on va à l'étranger rencontrer, là, hier, les Russes ou dernièrement les Allemands, il se passe un truc vraiment fort, énergétiquement, et ça fait vraiment du bien. Faites-le, allez à la rencontre des gens, parce que... Ah, ils sont comme nous, hein. Ça marche mieux avec les gens qui sont comme nous, vraiment motivés, plutôt qu'essayer de convaincre des gens, en fait... Ici, ouais. Qui en fait, peut-être sont... Te dénigrent, quoi. Non, mais c'est même pas ça, c'est même pas ça le problème, c'est qu'ils ont le problème en eux-mêmes et ils n'ont pas la disponibilité pour faire avancer le truc dans le bon sens, plus. Et quand on rencontre directement des gens motivés, déterminés, et c'est des traducteurs directement aux petits oignons, enfin, et l'hospitalité, c'est ça les vraies valeurs qu'on veut diffuser, en fait, c'est pas ce pantouflage, Ouais, nous on en a rien à foutre des postes politiques, on veut reprendre notre pays, moi je veux retourner sur mes chantiers, je veux retourner au travail. Depuis que Macron il est là, j'ai tout perdu, travail, famille et compagnie. Je me suis égaré, nous... Quand j'ai vu les gilets jaunes, que c'est parti dans toute l'Europe, là, hein. C'est reparti, là. Les Espagnols, ils sont en train de tout détruire. Au départ, les Espagnols, ils y allaient tout doucement. J'ai dit aux Espagnols, écoutez, n'ayez pas peur. On reprend notre pays, tous ensemble. J'aurais dit, toute l'Europe, vous venez en France. On s'occupe du grand Satan, c'est Macron. Macron, c'est l'antichrist. Je parle sérieusement. Je suis pas en train de rigoler avec vous. C'est vraiment l'antichrist. Il nous prépare quelque chose, on va avoir très 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 mal. Donc, j'ai vu les gilets jaunes, ils étaient en Espagne, là-bas, ils commençaient à se faire tabasser. Je leur ai dit, écoutez, si jamais tous les révolutionnaires, et toutes les révoltes de l'Europe ne se concentrent pas sur la France, après on reste ensemble, on va en Belgique, après on reste ensemble, on va en Autriche, après on reste ensemble, on va en Espagne, après on reste ensemble, on va en Italie. C'est un coup de folie. Mais vous savez bien que depuis 6 ans, on est dans la folie. On va bientôt être enfermé à l'hôpital psychiatrique. On est tous sur nos téléphones, on voit toutes les horreurs qui arrivent. Ouf, ouf. Donc on reste ensemble. Par exemple, les Espagnols, ils montent. Les Espagnols, ils restent ensemble. Ils prennent un département, les Autrichiens un autre. On reste ensemble. Après, on va en Belgique. On vide la Belgique, allez. Et je leur ai dit de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que j'ai proposé, moi ? J'ai proposé qu'on nationalise tous les trusts industriels et les trusts financiers. C'est pas la petite entreprise à taille humaine, hein. Je parle des trusts, on les nationalise. C'est eux qui nous ont trahis. Ils avaient trop d'argent et tout, ils n'ont pas su quoi en faire. Donc voilà. Jean-Marc Drane, qui nous fait l'honneur, qui est un ingénieur, un infiniment sérieux, et qui est là depuis des années, et qui apporte sa composante d'ingénierie avec de façon impressionnante, et qui saura répondre et formuler les réponses comme ils le font, comme c'est nécessaire, auprès de toutes les commissions, que ce soit françaises ou européennes. Jean-Marc, viens, c'est un plaisir de t'avoir. Viens nous apporter, nous faire la démonstration de notre capacité d'intervenir à tous les niveaux. Nous sommes un parti de gouvernement. Oui, alors, donc moi j'ai monté le collectif Liberté 78 il y a 3 ans. Hein, donc pendant 3 ans, on a fait des manifs, des pétitions, des tractages, etc. Et aussi des recours en justice. Hein. Donc on a utilisé les règles du système, notamment en début 2022, pour retoquer l'arrêté préfectoral qui nous imposait le port du masque en l'extérieur. Donc ça a été le premier département, le premier arrêté qui a été retoqué. Donc Francis, Christian ont donné une vision, hein, je sens beaucoup de ferveur, et puis sinon
président vient de prononcer un mot que j'aime beaucoup, c'est l'efficacité. Donc moi, je suis ingénieur, c'est vrai, je suis organisateur, je suis aussi un homme d'action. Donc on m'a proposé d'être dans une autre démarche de coalition où on passait, je dois dire, beaucoup de temps à discuter et comme dit Anne-Laure, à enfiler les perles, voilà. Donc moi je préfère être avec les baïonnettistes, comment tu appelles ça, les baïonnettistes, voilà, les baïonnetteurs. Donc j'ai été il y a 3 ans avec Lionel dans les régionales en Ile-de-France, et effectivement j'ai vu 2 types de personnes. Il y a ceux qui étaient des ayatollahs de la démocratie, donc il fallait faire des votations tout le temps. Et puis il y a ceux qui étaient dans l'action, donc comme Lionel, moi j'ai relayé Lionel sur les Yvelines avec Marc de Fouquier, et ma conviction c'est qu'il faut aussi de la verticalité. L'horizontalité c'est bien, mais à partir du moment où on a donné l'assaut, quand on sort de la tranchée, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est courir. On ne fait plus de votation, on court. Voilà, donc je vous montre des choses. Réveiller peut-être, voilà. Donc notre ambition, enfin je crois que je vais pas m'attarder là-dessus. Là c'est le petit camembert avec les quelques électeurs que se disputent tous les partis traditionnels. Sous prétexte de clivage gauche-droite, ils se battent pour la petite partie du gâteau. Après on a des petits partis, là on va pas y aller, les animalistes, etc. Donc, je pense que c'est des spécifiques. Après il y a les autres petits partis pour lesquels nous on peut avoir des accointances, y compris les souverainistes. Et moi je ne désespère pas d'amener les souverainistes. La semaine dernière, j'ai organisé un dîner avec 2 membres des bureaux nationaux de République souveraine et des patriotes, donc des souverainistes de gauche et de droite. Donc il n'est pas exclu que si on arrive à montrer qu'on est des gens sérieux, et ben ces gens-là vont trouver un intérêt à s'associer avec les citoyens comme nous. Il faut montrer qu'on n'est pas des amateurs, qu'on n'est pas que des hordes de Gaulois dispersés, mais qu'on est aussi capable, comme la poignée de guerriers qui sont montés dans le cheval, ils avaient quand même des armes. Ils avaient les armes du système. Voilà. Alors, on va aller attaquer le gros des abstentionnistes. Donc, quelque part, notre ambition, c'est pas de faire 0,1% plus 0,1 et d'arriver péniblement à 1%. Déjà, ça, ce sera difficile. Mais on est conscient que c'est difficile. Mais si on fait dépense toute cette énergie pour 1%, ça vaut pas le coup d'y aller. Donc, notre ambition, c'est d'aller chercher 3 voire 5% pour avoir des élus qui vont porter notre voix au Parlement européen. Et pour ça, il faut aller chercher les troupes là où elles sont. Quand Jeanne d'Arc est allée bouter les Anglais hors d'Angleterre, elle n'a pas formé des soldats. Elle est allée chercher des bataillons là où ils existaient, avec des barons qui sont venus, avec leurs armoiries, avec leurs troupes, et elle a réussi à les fédérer. Donc quelque part, dans le paysage, il y a des souverainistes, des gens comme Philippot. Moi j'ai souvent participé à des manifs de Philippot, c'est une machine de guerre. Donc on a besoin de machines de guerre. C'est pas qu'avec des fourches et des arcs et des flèches qu'on y arrivera. Une machine de guerre. Voilà. Il a siégé quand même 5 ans à l'Europe et il n'a jamais porté les frais. Oui, mais nous on va l'utiliser. Bon, et après, on va faire 3-5%, mais même ça, c'est pas suffisant. Donc nous, on vise d'aller manger une bonne partie du gâteau d'abstentionniste. Et si effectivement on crée la surprise avec les 3 à 5%, là, on commencera à être intéressant. Et les 15%, qu'on mentionnait tout à l'heure, moi, personnellement, j'y crois beaucoup. Mais là, pour faire venir tous ces gens-là, il faut montrer qu'on est des gens sérieux. Moi-même, au sein de mon collectif, là, depuis 1 mois que je suis revenu dans le circuit, eh ben, je n'ai rien à montrer aux gens de mon collectif. Je suis incapable de les intéresser à notre affaire. Donc, ce que je pense pouvoir apporter, c'est qu'on constitue un book qui soit le résumé de ce qu'on veut faire. Alors, dans ce book, et moi je pense que c'est indispensable, si on veut rameuter d'autres mouvements, si on n'a pas quelque chose de tangible et de concret à leur montrer, alors effectivement la vision, la ferveur, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut un résumé de nos valeurs. Et il faut les écrire, noir sur blanc. Ensuite, il faut effectivement des éléments de charte graphique, donc Pascal a fait quelque chose. Il faut aussi un organigramme de campagne, parce qu'il y a tout un tas de tâches à faire dans une campagne,
Et il faut se les répartir. Hein. C'est pas tout le monde qui fait tout, parce que si c'est le cas, ben, personne ne fait rien. Donc il faut utiliser le maximum de compétences là où les gens sont bons. Ensuite, il faut savoir nos forces et nos faiblesses. Donc on appelle ça force, faiblesse, opportunité et menace. Je vais vous montrer. Après, il faut un planning. Mon métier à moi, c'est de construire des moteurs d'avion. Et l'objectif, c'est de faire converger tout un tas de pièces pour que le jour venu, au bout de 3 ans, le moteur, il sort. Avec des composants qui sont partis 3 ans avant. Et c'est une course de vitesse. Et l'expérience qu'on a avec FDD, c'est qu'effectivement, on est parti tard. Moi, aux législatives aussi, je suis parti tard. Et on a passé notre temps à courir après le temps. Et on n'était pas dans le cœur de la campagne qui était d'être sur les marchés. Et puis aussi, il faut... alors ça, c'est la marotte à Anne-Laure, hein, c'est la logique d'accord technique. Comment est-ce qu'on va faire entrer les mouvements? Et ensuite, à un instant T, être capable de suivre jour après jour, semaine après semaine, la façon dont notre coalition s'enrichit de mouvements et puis de personnalités. Alors la première chose, la charte graphique. Hein, donc, je prenais l'image de Jeanne d'Arc tout à l'heure, hein, les barons, ils avaient leur blason, hein, et leurs troupes, eh ben, chacune suivait le blason de son baron. Hein, donc il faut respecter les identités des mouvements auxquels on s'adresse. Et c'est pas en leur mettant un logo qui va effacer leur personnalité qu'on les intéressera. Ensuite, donc pour ça, l'idée c'est d'avoir, pour toutes les actions qu'on fait ensemble, d'avoir un logo. Donc Pascal a fait quelque chose, on a du bleu, blanc, rouge, on a l'hexagone, on a quelque chose on ne cherche pas trop la créativité, hein, voilà, union de résistance. Et puis là où c'est original, et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ce sont des gens de Envie Démocratie qui ont été confrontés à cette problématique de convergence de mouvements. Eh bien, l'idée c'est d'encapsuler les logos des différents mouvements dans une bannière, de façon à ce que les mouvements se reconnaissent, et puis les électeurs, quand ils sortiront la profession de foi de l'enveloppe, ils reconnaîtront la bannière, le graphisme qu'ils auront vu sur le marché. Et on aura tous le même graphisme. Voilà, c'est ça l'idée. C'est la subsidiarité entre une bannière centrale et le respect des particularités des mouvements. Ensuite, les valeurs. Alors j'ai relu le recto verso là, de Christian. Il y a tout un tas de mots qui correspondent à ce contre quoi on se bat, ce pourquoi on se bat. Donc je ne cherche pas, moi, à définir qu'est-ce qui est le dénominateur commun. Donc en vrac, hein, on voit démocratie réelle, défense des libertés, liberté de la presse, liberté de la santé avec le Covid, souveraineté, défense de notre culture, le pouvoir d'achat. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier. On est contre quoi? On est contre l'oligarchie mondialiste, contre la domination anglo-saxonne, contre les jeux des partis politiques, contre le pseudo-clivage gauche-droite, contre la corruption, contre la manipulation, les médias sous contrôle, contre le contrôle numérique, contre le transsexualisme, contre les guerres et les lobbies industriels. Alors j'ai effacé des populations masquées parce qu'il y a des choses qui ne sont pas audibles. Hein, si on veut s'adresser au grand public, aux 60% d'abstentionnistes, nous, on a une certaine idée de ce qui se passe, mais le grand public, s'il voit ça, il nous traitera de complotistes et puis il ne s'intéressera pas à nous. Donc il faut être crédible, il faut montrer des choses qui sont entendables, qui sont audibles. Voilà. À partir de là, l'idée, et il faudra le faire très vite, hein, c'est un brainstorming qui dégagera ce qui est le dénominateur commun. Donc, dans la profession de foi, parce qu'on est quand même dans un scrutin où il y a une seule circonscription, c'est toute la France, donc il y aura une seule profession de foi. Hein, c'est pas comme dans les législatives où moi j'avais ma profession de foi, chacun avait la sienne. Là, il faut tous qu'on ait le même document. Donc pour ça, il faut un dénominateur commun qui soit suffisamment neutre pour que tous les mouvements s'y reconnaissent. Et puis ensuite, en dessous, on prend toutes les autres valeurs, enfin au moins un nombre limité, hein, qui sont les plus importantes, de façon à ce que les mouvements qui nous suivent reconnaissent qui le Frexit, qui le Covid, qui le mondialisme, etc. Donc l'idée c'est un dénominateur commun qui sera le nom de la liste. Par exemple, France Libre, c'est quelque chose qui est pas mal. Hein. On peut dire aussi oligarchie mondialiste, il y a d'autres termes, je ne sais pas, hein, il faut le finaliser assez vite. Hein.
Et puis en dessous, il faut que ce soit un peu comme l'auberge espagnole, c'est que l'électeur qui sortira la profession de foi, il reconnaisse sur les 10 valeurs 2 ou 3 qui l'intéressent. Hein. Et puis alors les autres, peut-être que ça ne le passionne pas, mais c'est pas gênant. Il faut juste qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit repoussoir. Donc si les valeurs sont suffisamment compatibles entre elles, hein, et ça suffira à faire venir beaucoup de monde. Et nous-mêmes, il ne faut pas qu'on s'accroche à vouloir être d'accord avec les 10 valeurs qui seront là. Il y a forcément des choses pour lesquelles on ne sera pas d'accord. Il faut qu'on se contente de se focaliser sur ce sur quoi on est d'accord et qu'on soit tolérant sur le reste. Sinon, on ne s'en sortira pas. Oui, Francis. Merci. Quand je t'entends parler, je suis tellement rassuré. Mais parce qu'effectivement, il faut de l'organisation. Maintenant, sur ce que tu proposes, là, je reconnais les sempiternelles obligations qu'on inflige à tous les partis politiques. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une campagne qui soit différente. C'est une campagne qui n'a rien à voir, finalement, avec le ronron auquel on fait sacrifier les mouvements qui s'organisent pour les contraindre et pour les abrutir et pour leur empêcher, finalement, de faire l'essentiel, c'est d'aller sur le terrain. Nous, on va organiser avec Dieudo une tournée de meetings. On va faire une quarantaine de meetings dans toute la France et on va aller prêcher. Et simplement, je voudrais te dire ceci. Si on fait, mon ami, si on fait une profession de foi, c'est des centaines de milliers d'euros qu'il va falloir qu'on trouve. On n'a rien à faire de la profession de foi. Nous sommes la profession de foi. Notre mobilisation citoyenne est la profession de foi. C'est-à-dire que si on commence à dire quelles sont nos valeurs, quel est notre programme, tout ça c'est presque finalement une imposture. Parce que de toute façon, même si on propose un programme, on n'a pas les moyens de l'appliquer. Alors pourquoi proposer un programme? Ce que nous recherchons, comment dire, n'est pas lié à ces élections-là. Ces élections européennes sont un tremplin pour constituer une force qui, elle, va pouvoir faire ce que nous voulons, c'est-à-dire prendre l'Assemblée nationale. Si on commence à mentir aux gens en leur faisant croire qu'on fait cette campagne pour cette campagne, on se fout de cette campagne. On fait cette campagne pour constituer une force politique. Oui, alors on avait ce débat avec Anne-Laure, hein, qui était que, par exemple, le programme, ça aurait été la renégociation des contrats. Des contrats, hein, des grands traités. Ça, effectivement, c'est strictement ce qu'on attend d'un député. Mais nous, effectivement, là, on est plus sur des valeurs. Alors, si quelqu'un a envie d'y voir Frexit, et que Frexit, c'est suffisant pour nous amener beaucoup de monde, parce qu'ils savent que ce sont des gens, que nous sommes des gens qui sommes comme eux, eh bien, ça, c'est bon. Mais c'est pas un programme. C'est pas un programme, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Pour l'argent, moi je pense que, pardonne-moi de t'interrompre encore une fois, mais moi je pense que l'argent qu'il va falloir qu'on trouve, il faut utiliser cet argent pour fabriquer les bulletins. Et il faut trouver un moyen de distribuer ces bulletins pour que chaque bulletin distribué, on soit assuré que ce soit une voix. Moi j'ai des idées pour ça. Et trouver l'argent pour organiser les meetings, mais trouver de l'argent pour fabriquer un truc dont finalement les gens vont se servir pour en balayer les merdes du chien et qui vont contenir des choses qui finalement sont une imposture, puisque de toute façon on ne va pas être en mesure de défendre ça, mais qu'on fait tout ça pour autre chose. Je trouve que ça ne nous caractérise pas. Ce qui doit nous caractériser, c'est l'honnêteté et le fait qu'on a décidé de faire une campagne qui ne ressemble à aucune autre, une campagne de résistance, pas une campagne d'armée constituée. Je vais dérouler la suite, tu verras qu'on essaie d'être dans le concret. Hein. Alors, les forces et les faiblesses. Les forces, c'est qu'on est tous unis autour, par exemple, des menaces que fait peser sur nous l'oligarchie mondialiste. On a des mouvements qui sont très mobilisés. Hein. On sort de 3 ans de crise Covid. Bon, les collectifs sont en train de se désarmer un peu, mais il faut les réactiver. Les souverainistes, ce sont des gens qui sont motivés. Alors, excusez-moi. On a des gens... Oui. Juste une chose pour la sortie de crise Covid. Nous ne sommes pas sortis de la crise Covid puisqu'il y aura des effets secondaires. Oui, non, mais ça, je ne peux pas débattre là-dessus. Hein, on a plein de médecins qui sont traduits devant les ordres des médecins. On se mobilise régulièrement. Mais les collectifs, ils sont là. Voilà. On a beaucoup de gens qui sont mobilisables et qui sont mobilisables très localement partout en France. Ça, c'est vraiment une force qu'on a. Ensuite, il y a un attachement aussi à la cellule de la famille, hein, donc on parle du transsexualisme, ça c'est une corde qu'il faudra jouer. Moi j'ai assisté à la manif des catholiques à Versailles en 84, 1 million de personnes dans les rues de Versailles.
Donc là, il y a des gens qui sont capables de se bouger quand leurs valeurs sacrées sont attaquées. Elles sont déjà attaquées. Hein, voilà. Ensuite, il y a le régionalisme. Ça, c'est une force. Les faiblesses, c'est l'émiettement des mouvements. Ça, il faut en être conscient. Et être conscient de toutes ces faiblesses, c'est être certain qu'on va mener des actions pour adresser ces faiblesses. Et de la même façon, on doit mener des actions pour renforcer nos forces. Donc cet exercice-là, c'est pas un truc que de consultants. Hein, il faut qu'on soit tous conscients de nos forces et nos faiblesses. D'autres faiblesses, c'est quoi? C'est les égos, on en a parlé. L'intolérance qu'on a vis-à-vis des idées des autres. Hein, dès qu'il y a quelqu'un qui a des idées, ben, il est tellement entier qu'il crée son mouvement et puis il se retrouve assis, voilà, c'est un autre parti politique. Donc ça, c'est l'intolérance quelque part. Ensuite, il y a le manque d'organisation et de structuration. C'est ce que je voudrais, mon ambition, c'est d'apporter ça. Le temps d'une campagne, il faut faire du vertical pour après redonner la main à l'horizontal. On parlait tout à l'heure, le parti, il est éphémère. De la même façon, de façon éphémère, il faut du vertical. Et puis après, il faut, voilà, le vertical qui va compenser l'horizontal. Alors, les opportunités, c'est les abstentionnistes, c'est les mouvements des agriculteurs. Quand il y a une vague qui passe, il faut surfer dessus. C'est les révélations sur les injections Covid, ça c'est quelque chose qui sort. Et puis, bien sûr, la désaffection des Français sur les médias mainstream. Ça peut être complété. Alors, et puis les menaces, bon, je ne sais pas ce qu'il y a comme menaces, peut-être si on devient inquiétant, il y aura des contre-attaques, donc on sera attaqué, certainement. Voilà. Ensuite, un organigramme de campagne. Donc jusqu'ici, moi ce que je vois uniquement, c'est le jeudi, hein, une équipe qui se réunit. C'est une coordination qu'il faudra enrichir avec d'autres mouvements. Mais à côté de ça, il faut rechercher des financements. Alors effectivement, on peut dire qu'on peut partir avec rien, mais faisons l'hypothèse qu'on a besoin d'imprimer des professions de foi parce que c'est quand même le seul moment où on est à égalité avec les autres. Quand l'électeur sort de l'enveloppe ses 15 bulletins, eh ben, on est à égalité avec les autres. Il n'y a plus de question de temps de parole. Et s'il y a quelque chose qui lui saute aux yeux, là, on peut marquer des points. Après, les comptes de campagne, est-ce qu'on s'en occupe? Je ne sais pas. Le juridique, hein, bon, alors Anne-Laure cherche un avocat pour rédiger l'accord technique. Le CSAPE. Le matériel de propagande, ça c'est quelque chose sur quoi il ne faudra pas se rater, hein, parce que si on n'apporte pas tout le matériel imprimé chez les routeurs au bon moment, bah, qu'est-ce qu'on fera? On passera notre temps à apporter les bulletins dans les bureaux de vote. Hein. Ensuite, le fichier du mouvement et des membres pour faire du mailing. Donc Christian a un super fichier. Le site internet, ça c'est indispensable. À côté de ça, alors là on arrive dans la communication. La première communication, c'est celle qui s'adresse vers les militants, donc la presse alternative, les influenceurs, les réseaux sociaux, les collectifs, tous les collectifs qui sont organisés, qui causent, et des réunions physiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Tout ça, on sait faire. Les réunions physiques, on en a fait pendant tout le confinement. Ensuite, les communications vers les lecteurs lambda. Les lecteurs lambda, eh bien, on peut le toucher avec la presse mainstream. On verra que pour intéresser la presse mainstream, il faut faire des événements. Ensuite, il y a les opérations de terrain. Donc nous, on n'est pas obligé d'aller se mettre dans des salles payées à prix d'or. Voilà. Il suffit de déclarer des manifestations et on se fait des meetings électoraux sur des places où il y a plein de gens qui passent. Ça c'est la bonne astuce pour que ça ne coûte pas cher. Et puis ensuite, donc les réunions publiques. Il faut une logistique événementielle. Donc là, aujourd'hui, on a Alain, Boris. Il faut qu'on ait une équipe comme ça, béton, sur Paris, elle existe. Mais pareil, dans les différentes villes où on va vouloir monter des événements. Des relations internationales. Hein. Donc, pour être crédible aussi, il faut être capable de montrer qu'au-delà du témoignage, de porter la parole, on sera capable de chercher des alliances avec d'autres mouvements européens. Donc, il y a, je vois... Ariane, Rachid, Anne-Laure, ils sont allés à l'étranger. Il faut montrer que les Français qui vont voter pour nous, ils vont voter pour un groupe qui sera uni au niveau européen. Et puis, voilà. Et puis, un comité de soutien. Et pour ça, il faut que tous les gens de chez nous
hein, qui connaissent des milieux, le milieu correspondent à différents domaines de gouvernement, la culture, la médecine, etc., qui activent leur réseau. Et on a plein de gens qui sont prêts à activer ces réseaux-là pour aller chercher des gens pour figurer au comité de soutien. Bravo! Bravo! Voilà. Bon, après, donc ça, ce sera la liste. Non, on va s'arrêter là. On s'est obligé de s'arrêter. Alors, ce qui est important, moi, je veux apporter quelque chose qui est la dimension temps. Hein. Là, on fait une réunion aujourd'hui. La dernière, elle a été il y a 4 semaines. La prochaine, elle sera dans 4 semaines. Hein. Eh bien, moi, je voudrais montrer ici que chaque jour, à partir de maintenant, va compter. Hein. Si on pense qu'on peut se revoir de temps en temps comme ça, c'est ignorer qu'il y a des jalons à respecter et que si on ne les respecte pas, on sera obligé de courir et on ratera le coche. Hein. Donc, j'ai mis tout ça sur le groupe Telegram. Hein. Donc, il y a ici tous les jalons officiels, remise de la liste, le vote, le matériel de vote à faire valider, etc. Il y a toutes les recherches d'alliance. Les recherches d'alliance, hein, pour commencer le boulot, on est obligé d'avoir un book. Hein, et c'est là qu'il y a un jalon qui est important pour les 10 jours qui viennent, c'est de finaliser le book. Parce que c'est ça qui nous permettra d'aller voir les gens. Bravo. Hein? S'il te plaît, Jean-Marc. Et puis c'est ça qui nous permettra de dérouler toutes les communications, d'avoir des affiches temporaires. En attendant l'affiche officielle, on doit être capable d'afficher des choses sur les espaces d'affichage libre. Et c'est ça qui permettra d'animer tous les événements. Et alors, Francis, tu parlais du Tour de France. Hein. Donc, pour aller intéresser les médias, eh bien, il faut là organiser un certain nombre d'événements. S'il te plaît. Et là, il faut qu'on est obligé, on va devoir quitter la salle. Donc, il faut planifier ces événements. Là, j'en ai déjà 10 qui sont planifiables. Voilà, tout ça est sur le Telegram, à la page stratégie de campagne. Génial. Vraiment, tu nous rassures énormément. Et là, vous avez la démonstration qu'on est prêt à prendre le pouvoir pour de bon. On est blindé sur tous les sujets. Merci infiniment, Jean-Marc.